Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la prépa ISP, dans le cadre de laquelle nous allons revenir sur le sujet proposé en matière de droit pénal au concours de commissaire de police, concours externe. Je suis Anna Francoville, enseignante en droit pénal au sein de la prépa ISP et donc je me propose de revenir avec vous sur ce sujet qui a été donné. L'idée n'est pas de traiter de manière exhaustive ce sujet, ce qui prendrait beaucoup trop de temps, mais plutôt de proposer des pistes de réflexion et de revenir sur les écueils qu'il fallait éviter, me semble-t-il, et de proposer un plan qui a le mérite d'exister, mais qui bien évidemment pourrait trouver à s'appliquer d'une autre manière. L'idée étant qu'il n'existe pas un seul et unique plan, mais qu'on peut mobiliser les idées d'une autre manière, le tout étant d'être cohérent et structuré, me semble-t-il. Alors s'agissant du sujet qui a été proposé, les faits justificatifs, à traiter en 3 heures donc, s'agissant de l'épreuve de droit pénal pour le concours de commissaire de police. Je crois que la principale des difficultés n'était pas tant de comprendre le sujet, hein. Les faits justificatifs, c'est une notion assez classique en droit pénal, qui ne pose pas trop de difficultés et on a, je l'espère en tout cas, beaucoup d'idées, beaucoup de notions qui viennent à l'esprit lorsqu'on découvre un tel sujet. Non, la difficulté, je crois, c'est de traiter ce sujet de manière globale, de manière transversale, en 3 heures, sans se perdre dans ses idées, essayer d'avoir une approche structurée, sans pour autant, et je crois que c'était le principal écueil à éviter, sans pour autant tomber dans l'inventaire, et faire un plan qui serait grand 1, la légitime défense, grand 2, les autres faits justificatifs. Je crois que c'était, voilà, un des écueils à éviter. Autre difficulté, donc comme je le disais, c'est la gestion du temps, parce qu'énormément de choses à dire. On ne pourra pas rentrer dans les détails, de toutes les notions à évoquer, et il va falloir finalement être assez synthétique, pour pouvoir traiter l'ensemble de ce sujet. Alors je vais vous proposer un plan, et les étudiants de l'ISP, ne seront pas étonnés je pense, hein, qui consiste simplement à appliquer la méthode, qui est enseignée. Alors sur l'introduction, de manière classique, il fallait, proposer une accroche, qui peut être assez, variée. Pour une approche littéraire, on aurait pu, reprendre, l'épisode, que connaît Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo, où il est condamné au bagne pour avoir volé, du pain, pour sa sœur et ses 7 enfants. Bon, et mettre cet épisode littéraire, en perspective des faits justificatifs et du droit pénal contemporain. De manière beaucoup plus classique, on aurait aussi pu s'appuyer sur, l'adage, «nécessité fait loi» et de la même manière le mettre en perspective avec le sujet qui était proposé. En tout état de cause ensuite au niveau de l'introduction, il me semble que c'était essentiel de prendre le temps, de bien définir évidemment les termes du sujet, mais surtout, de faire un travail, de comparaison avec d'autres notions voisines, qui auraient pu susciter de la confusion, et avec lesquelles il fallait tout de suite, être à l'aise et en tout cas poser le départ entre ces différentes notions. Je m'explique, je crois qu'avant tout, pour expliquer, quel est le sens, quel est l'intérêt des faits justificatifs, il faut revenir sur la distinction, de 3 termes, culpabilité, imputabilité et responsabilité. On sait que la responsabilité pénale, pour être engagée, suppose la réunion, de la culpabilité, c'est-à-dire une faute, laquelle peut être, intentionnelle, une faute, d'imprudence, de négligence. Bon, en tout état de cause, il faut une culpabilité, donc la commission d'une faute, et une imputabilité, de cette faute à l'agent qui a commis les faits, qui intéressent, le législateur puis le magistrat, a posteriori. Et donc indiquer que si la faute n'est pas caractérisée, s'il n'y a pas de culpabilité, il manque un élément pour engager la responsabilité pénale et de la même manière, s'il n'y a pas d'imputabilité possible de cette faute à l'égard de l'agent, il manque un élément pour engager la responsabilité pénale. Il fallait également revenir sur une distinction essentielle, entre faits justificatifs et causes de non-imputabilité. Si les 2 sont des causes exclusives de responsabilité pénale, en ce sens qu'elles ne vont pas permettre le prononcé, d'une sanction pénale, ce sont des notions différentes qui, bien qu'entraînant
de manière globale le même effet, encore qu'il y a évidemment des nuances à apporter, puisqu'il aurait fallu le préciser également au stade de l'introduction. Lorsqu'on pose cette distinction entre fait justificatif et cause de non-imputabilité, les faits justificatifs interviennent in rem. Ils sont objectifs, ce sont des causes objectives d'irresponsabilité pénale, c'est ce qui va nous intéresser dans le cadre du présent sujet. Et parce qu'elles interviennent in rem, parce que ce sont des causes objectives d'irresponsabilité pénale, elles jouent de manière globale, c'est-à-dire à l'attention de l'auteur évidemment, mais également du complice le cas échéant. A l'inverse, les causes de non-imputabilité interviennent in personam. Ce sont des causes subjectives d'irresponsabilité pénale et c'est un élément qu'il fallait écarter du sujet au stade de l'introduction, à ne pas confondre avec les faits justificatifs, donc il n'était pas question ici de parler de troubles psychiques ou de contraintes. Voilà assez rapidement pour l'introduction, hein, des éléments, des pistes à développer. Il aurait fallu être plus précis, évidemment, aller plus loin, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Sur la problématique, bon, il fallait évoquer de manière assez évidente, je crois, que les faits justificatifs, ils interviennent alors que, de fait, un acte infractionnel a été commis matériellement. Qu'il ait été commis ou tenté d'ailleurs. Une infraction est caractérisée en tous ces éléments, en tout cas du point de vue matériel, et il peut y avoir, d'ailleurs, c'est pas tout le temps le cas, mais il peut y avoir des dommages. Un préjudice, une victime, etc. Or, face à cette situation, où une infraction a été matériellement commise, consommée ou tentée, il va y avoir une absence de réponse pénale, une absence de sanction pénale, qui va se justifier à l'aune des différentes valeurs qui s'opposent. Et c'est toute la question, cette question de hiérarchisation des valeurs, d'appréciation des différentes valeurs en cause, celle protégée par l'infraction qui a été commise et celle engendrée, celle à laquelle il est porté atteinte en même temps par l'infraction consommée ou tentée. Donc voilà, cette question en termes d'équilibre, de recherche, de réponse adéquate, nécessaire, et du coup qui vient également fonder la légitimité de la réponse. Donc face à cette question, un plan en 2 parties, assez classique, avec une première partie qui suppose d'envisager la diversité des faits justificatifs comme source de complexité, et envisager dans un deuxième temps la nécessité et la proportionnalité, fondement commun des faits justificatifs, source de légitimité. Donc, dans cette première partie, relative à la diversité des faits justificatifs comme source de complexité, il ne s'agit pas d'envisager de manière énumérative, en faisant un inventaire, mais essayer de prendre un peu de hauteur et d'envisager les différents faits justificatifs qui composent le droit pénal contemporain sous un angle un peu plus réfléchi, en tout cas mettre ces faits justificatifs en perspective et essayer de trouver des dénominateurs communs. Une fois que cela a été dit, je propose d'envisager dans une première sous-partie les traditionnels faits justificatifs prévus par la loi. Donc là, l'idée, ce serait de rappeler que, dans le code, dans l'ancien code pénal, il y avait, dans le code de 1810, 2 faits justificatifs généraux qui étaient envisagés, l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, puis la légitime défense. Ça, c'était les faits justificatifs classiques, qui ont été repris dans le cadre du nouveau code pénal de 1994, mais qui a néanmoins développé un petit peu ces faits justificatifs. En partant de là, on peut faire la distinction entre les faits justificatifs qui correspondent à des actes autorisés par la loi, donc c'est l'ordre et l'autorisation de la loi. S'agissant de l'ordre de la loi, il est évident, et il convient de le rappeler, que ce qui est ordonné par la loi ne peut pas être poursuivi par la loi pénale. Bien évidemment, il convenait d'illustrer ces propos. Les illustrations, il y en a pléthore. On pouvait mobiliser, par exemple, l'obligation qui est faite à un médecin de dénoncer des sévices physiques ou moraux d'ailleurs, qui seraient commis à l'égard d'un mineur. Ce médecin, étant tenu de dénoncer de tels faits, ne peut pas être poursuivi dans le même temps pour violation du secret médical. C'est l'ordre de la loi.
L'autorisation de la loi également va constituer un fait justificatif dans l'hypothèse, par exemple, de la mise en œuvre de l'article 73 du Code de procédure pénale. La loi fait autorisation à n'importe quelle personne de porter atteinte à la liberté individuelle et d'interpeller un individu qui aurait commis une infraction. Par exemple, voilà, l'autorisation de la loi. Et évoquer également l'autorité investie par la loi, c'est le commandement de l'autorité légitime, 122-4 alinéa 2. Il fallait ici exposer que constitue également un fait justificatif l'infraction qui est commise sur ordre d'une autorité légitime, autorité publique. Bien évidemment, à chaque fois, il fallait préciser un petit peu, sans rentrer dans les détails, mais les conditions relatives à chaque fait justificatif. Et donner un exemple, mais encore une fois, ça, je vous renvoie à vos cours, à vos connaissances, pour trouver comment illustrer de tels propos. Au-delà des faits justificatifs qui renvoient donc aux actes autorisés par la loi, on pouvait évoquer les faits justificatifs renvoyant aux actes permis par la loi. Il y en a deux, à mon sens. Premièrement, l'acte qui est autorisé par la loi dès lors qu'il est question de se défendre ou de défendre autrui, c'est la légitime défense. Pareil, il convenait de détailler que c'est là un droit de défense privé qui se justifie dans certaines hypothèses. Encore une fois, on ne rentre pas dans les détails, ce sont des éléments qu'on pourra développer par ailleurs. Là, c'est plutôt l'idée d'une présentation générale, mais en tout cas d'indiquer que ce fait justificatif de légitime défense trouve à s'appliquer s'agissant des personnes, s'agissant des biens, que c'est une déclinaison de l'état de nécessité, etc., etc. Pour se protéger d'un péril ensuite, non pas la légitime défense, mais l'état de nécessité. Bon là, il fallait évidemment revenir à l'affaire Ménard, le bon juge Magnot, une consécration jurisprudentielle qui a ensuite été reprise par le législateur. L'état de nécessité, de la même manière, c'est l'acte permis par la loi dans une certaine situation lorsqu'il s'agit de protéger un intérêt supérieur. Une fois qu'on a évoqué dans cette première partie, dans cette première sous-partie, les traditionnels faits justificatifs prévus par la loi, qu'on connaît tous, qu'on étudie assez largement dans le cadre de nos études de droit, évoquer ensuite le développement de nouveaux faits justificatifs, en mettant en avant que si traditionnellement les faits justificatifs s'expliquent avec cette mise en balance de deux intérêts privés, etc., on a vu se développer ces dernières années de nouveaux faits justificatifs qui viennent complexifier le paysage pénal des faits justificatifs, avec aussi cette notion qui se développe de comportements qui peuvent être commis, comportements constitutifs d'une infraction pénale, au nom de la protection de l'intérêt général, au nom d'intérêts supérieurs, mais qui ne sont plus forcément des intérêts individuels. Et s'agissant de ces nouveaux faits justificatifs, on pouvait faire une sous-distinction entre les nouveaux faits justificatifs développés par le législateur et les nouveaux faits justificatifs développés par la jurisprudence. S'agissant des nouveaux faits justificatifs développés par le législateur, il y en a deux sur lesquels il fallait revenir, sur l'un plus longuement que sur l'autre, je crois, au regard du concours que vous présentez. Il s'agit bien évidemment de la légitime défense des forces de l'ordre. En rappelant assez rapidement, parce qu'encore une fois en 3 heures on n'a pas le temps de s'attarder plus en détail sur ces éléments, mais en rappelant un petit peu l'historique, cette loi de 2016 qui est venue consacrer la légitime défense à l'article 122-4-1 du code pénal des forces de l'ordre, avec ensuite une abrogation en 2017, mais qui a repris finalement ce fait justificatif sous un autre angle, dans le cadre de l'article LK 135-1 du Code de la sécurité intérieure, et exposer que dans 5 cas très spécifiques, très détaillés, très précis, les forces de l'ordre, donc policiers, gendarmes, mais également les douanes, ont la possibilité d'utiliser leurs armes, et on a mis en place finalement une sorte de présomption simple de légitime défense dans certains cas très particuliers. Bien évidemment, il ne faut pas se contenter de réciter, il faut avoir une analyse en expliquant que, en toute hypothèse, il faut, pour que ces cas, un de ces 5 cas s'applique,
il faut apprécier avec des éléments objectifs, et réels, les risques qu'encourt pour lui-même ou pour la société, le policier, compte tenu d'une situation, de commission d'infraction, en tout cas de poursuite, de fuite. Bon voilà, je vous renvoie aux 5 cas présentés dans le cadre de l'article que j'ai cité. Deuxième hypothèse de fait justificatif développé par le législateur, le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, de la même manière, une loi de 2016, 9 décembre 2016, qui vient créer ce nouveau fait justificatif, qui est en réalité très complexe et qui a encore été complexifié à l'occasion de la loi du 21 mars 2022, complexifié de par les conditions qu'il requiert, ce tel fait justificatif. Donc il ne s'agissait pas de rentrer dans les détails, mais là encore dire qu'avec ce nouveau fait justificatif, expliquer évidemment sa teneur, expliquer que pour les faits susceptibles d'alerte, l'article 122-9 du Code pénal prévoit une impunité pour la personne qui porte atteinte à un secret pourtant protégé, dès lors que la divulgation est rendue nécessaire et intervient au nom de l'intérêt général, mais selon des conditions de dénonciation très précises. Il y a une procédure à respecter. Par ailleurs, il faut que la personne réunisse les conditions requises à la définition du lanceur d'alerte, qui ont été prévues à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016. Donc voilà, quelque chose d'assez complexe, mais qui se trouve justifié par l'idée que finalement le secret auquel il va être porté atteinte est nécessaire pour l'intérêt général. Au-delà des nouveaux faits justificatifs développés par la jurisprudence, on pouvait mettre en avant les nouveaux faits justificatifs développés par le législateur, on pouvait mettre en avant également les nouveaux faits justificatifs développés par la jurisprudence qui, là encore, viennent s'ajouter aux traditionnels faits justificatifs et rendent finalement assez complexe la compréhension de ce cadre. Les nouveaux faits justificatifs développés par la jurisprudence, je pense qu'il fallait s'attarder un tout petit peu, très rapidement encore une fois, sur l'exercice des droits de la défense, qui est un des premiers faits justificatifs qui a été consacré par la jurisprudence, notamment le vol de documents par un salarié dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, dans le cadre d'une procédure menée contre son employeur, une procédure prud'homale, etc. Ensuite, ça a pu être répété, la possibilité de commettre un vol, et il y a eu des déclinaisons s'agissant d'autres infractions. Mais on pouvait aussi revenir sur l'exercice d'autres droits de la défense, notamment par exemple la liberté d'expression, avec la jurisprudence par exemple, qui évoque la possibilité pour un journaliste de commettre une escroquerie et de s'immiscer dans un milieu pour récupérer des documents sous une couverture, récupérer des documents pour ensuite documenter un ouvrage, un livre. Vous voyez à quelle jurisprudence je fais référence. Donc voilà, vous pouviez vous appuyer là-dessus. Il y avait d'autres exemples à mobiliser. Il y a également de la jurisprudence s'agissant de la protection de la vie privée. Bon, le tout, c'était d'avoir cet angle de vue qui consiste à dire que la jurisprudence également se fait actrice de nouveaux faits justificatifs, vient consacrer des nouveaux faits justificatifs qui tous se fondent en tout cas sur l'exercice de droits et libertés fondamentaux, avec cette idée qu'il y a une appréciation de valeurs, il y a une hiérarchisation des valeurs. Puis, dans un second temps, il fallait surtout revenir sur ce qui constitue le fondement, la légitimité de ces faits justificatifs, c'est la nécessité et la proportionnalité. Avec, dans une première sous-partie, l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité, donc revenir sur les hypothèses dans lesquelles on va exclure le fait justificatif parce qu'il y a une absence de nécessité. Donc c'est par exemple s'agissant au regard de la gravité de l'infraction. Vous pouvez revenir sur l'article 213-4 du Code pénal qui prévoit l'exclusion de certains faits justificatifs spécifiques lors de la loi ou le commandement de l'autorité légitime s'agissant d'infractions les plus graves, les crimes contre l'humanité. Et ce régime s'applique aussi s'agissant d'autres infractions particulièrement graves, les actes de torture et barbarie, le viol. Donc voilà, avec cette idée qu'au regard de la gravité de l'infraction, on ne peut pas tolérer, il y a une absence de nécessité de l'infraction, de l'acte commis, et en conséquence, on ne va pas appliquer les faits justificatifs.
Bon, il y a d'autres exemples que vous pouviez mobiliser, mais vous pouviez aussi évoquer l'absence de véritable, nécessité. C'est par exemple, l'ordre, manifestement illégal s'agissant, du commandement de l'autorité légitime. Vous pouviez également revenir sur, la légitime défense, pardon, des forces de l'ordre, en rappelant cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en 2017, qui avait condamné la France, en indiquant que, un gendarme qui faisait usage, de son arme à feu sur un conducteur qui tentait, de prendre la fuite alors même qu'il n'y avait pas de danger vital, ni pour lui, ni pour ses collègues, ne faisait pas, un usage strictement, véritablement nécessaire de son arme. Ce qui n'est pas, voilà, évidemment ce qui fait écho aussi, aux questions, d'actualité, qu'on se pose donc. Une jurisprudence qu'on pouvait évoquer. L'exclusion tirée de l'absence de nécessité, mais on pouvait également évoquer l'exclusion tirée de l'absence de mesure. Et là, il fallait faire un petit peu une étude de texte, en évoquant dans un premier temps donc la disproportion de l'infraction comme cause exclusive d'irresponsabilité pénale rappelée par le législateur, en revenant sur le fait que certains textes, l'état de nécessité, l'usage des armes par les forces de l'ordre, la légitime défense, prévoient qu'il faut, il y a des termes sur lesquels il faut revenir, prévoient qu'au-delà d'être nécessaire, la réponse doit être strictement nécessaire, absolument nécessaire, le vocabulaire est différent, donc voilà, revenir encore une fois sur cette appréciation de proportionnalité qui est faite, par le magistrat le moment venu. Et quand bien même, cette nécessaire mesure n'est pas prévue par le texte, la jurisprudence s'est également approprié cette notion, et c'est la disproportion de l'infraction comme cause exclusive d'irresponsabilité pénale appréciée par la jurisprudence et non pas par le législateur, pardon, il s'agit d'une erreur de frappe, par la jurisprudence, en indiquant et en revenant sur différents arrêts rendus par la chambre criminelle, notamment, par exemple en matière de faits justificatifs relatifs à l'exercice des droits de la défense, la chambre criminelle nous a rappelé plusieurs fois que le vol ne pouvait être légitimé, en tout cas excusé, justifié, qu'à la condition qu'il porte sur des documents strictement nécessaires à la défense. Il ne s'agit pas d'aller voler d'autres documents. Également, s'agissant de en matière de liberté d'expression, la chambre criminelle de la Cour de cassation a également rappelé, souvenez-vous, s'agissant du vol des portraits du président de la République dans les mairies, il y avait eu un débat sur oui, mais ce vol s'inscrit dans un souci de liberté d'expression, de faire valoir la position au regard des changements climatiques et de la nécessité de prendre ces éléments en considération. Et la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022, était venue dire oui, mais en fait il y a disproportion, et notamment au regard de ce que représente le portrait du président de la République. C'était disproportionné et donc impossible d'appliquer ce fait justificatif. Donc voilà, ce souci de mesure, de proportion qui est apprécié, même si le texte ne le prévoit pas expressément. Et enfin, dans une dernière sous-partie, la démonstration de la nécessité et de la proportionnalité, donc revenir, je crois que c'était important, sur rappeler le principe en matière de charge de la preuve, en lien avec la présomption d'innocence, c'est le ministère public qui rapporte la preuve de la culpabilité de l'individu objet des poursuites, et que voilà, c'est sur le ministère public que repose cette charge, ce qui fait que normalement, la défense, elle, n'a rien à faire et est présumée innocente. Reste qu'il y a un inversement lorsque l'individu poursuivi entend dire qu'il a en réalité agi en état de légitime défense, ou qu'il était en réalité dans le cadre d'un état de nécessité, etc. Dans ce cas-là, il y a un renversement de la charge de la preuve, et c'est à la personne poursuivie de démontrer, de rapporter les éléments objectifs justifiant qu'il peut effectivement se prévaloir d'un fait justificatif. Tout en revenant sur les aménagements qui existent, avec certaines situations dans lesquelles il y a une présomption simple, toujours simple, donc notamment dans le cas de la légitime défense, il fallait revenir dessus, revenir aussi sur les jurisprudences qui ont fait évoluer de présomption irréfragable à présomption simple, évoquer également les présomptions simples qui sont mises
en œuvre, même si ce n'est pas dit comme cela par le législateur, s'agissant de la légitime défense des forces de l'ordre. Évoquer aussi en termes d'aménagement peut-être le fait que dans certaines hypothèses, la légitime défense est tout simplement exclue. Je pense notamment en matière, d'infraction non intentionnelle. Donc ça aussi, c'était un élément qu'on pouvait mobiliser. Et une fois que vous aviez évoqué, l'ensemble de ces éléments, il me semble qu'on avait survolé de manière assez globale le sujet qui vous était proposé, un sujet, où il fallait mobiliser beaucoup d'exemples, je crois, c'était le cœur du sujet, illustrer, mettre en perspective les évolutions qui ont pu être constatées et puis surtout, réfléchir en termes de hiérarchisation des valeurs et de principe de nécessité et de proportionnalité qui constituent, le cœur, des faits justificatifs. Voilà pour, quelques pistes de réflexion sur ce sujet, en espérant que cette vidéo a pu vous aider et en vous souhaitant bon courage dans le cadre de la préparation de vos concours. Au revoir.